Mabélé est une chanson célèbre du très célèbre Lutumba Ndomanuel. Mais moi, je ne sais pas chanter. Le coq héros matinal a chanté. Il a chanté. Les fantômes se sont défilés d'eux-mêmes. Bientôt l'aube. L'aube et son cortège d'imprévus. Le bonheur des uns et le malheur des autres. Où donc t'attardes-tu, Mambolé? Chérie, pourquoi tant d'amertume dans ton cœur? Vois la bougie déversant à chaudes larmes, immolée par le feu, comme moi, victime de l'amour. Vois la victime dépassée par l'amour sans limite. Ô terre, ô poussière, ô argile. Tout jeune, l'homme a rêvé de talisman, a rêvé d'économiser. Vieux, l'homme a changé d'avis. Avare, il veut tout dépenser pour lui et ne rien laisser aux héritiers flambeurs. Terre, argile, poussière. Quand je serai bien vieux, je me sais errant, appuyé sur ma canne. Je demanderai l'aumône. Ami qui passe, demande où est passé mon mariage. Ami qui passe, demande où est passée ma progéniture. Tu me ris, ami qui a joui de mes largesses. Je n'en ai cure. Dieu, ma vie, est sans souci. Ô terre, ô argile, ô poussière, le jour de ma mort, la foudre tonnera. Cher ami Titatima, dis-leur donc mes derniers vœux. Élève un socle pour mon buste. Proclame-moi à tout passant. Dis combien mes rivaux pavoisent. Dis les rapines de ma famille sur l'héritage. Dis les colibés des ennemis. Ah, le présomptueux qu'il a été. Pas de deuil pour un coq mort. Poussière. Terre. Ma vie, c'est une vie de vagabond. Mon amante, c'est la mouche. Et ma famille, la poussière. Je viens de la poussière, je finirai en poussière. Je me sais pourrir sur mon cadavre. Que mes anciens commensaux fouilleront ma putréfaction. Que mes anciens cuiteurs me refuseront les dernières libations. Mais même sans vos pleurs, amis, j'aurai les mouches comme pleureuses. Je leur fais confiance à elles. Et voici le déclin des astres, le monde de fantômes. Me revient l'image de cet amour avec enfant en souvenir. Le navire chavire, mais le port est là, témoin pour l'éternel. Mère de l'enfant, évoque lui souvent mon nom de père. Le monde sombre sous le poids des péchés, mais le nom de Dieu triomphe à jamais. L'homme blanc a fabriqué le fusil pour tuer l'homme, mais l'homme blanc n'a pas su tuer la vérité. Terre, poussière. Lutumba Ndomanuel, traduit par Yokalié. Tolobite etika tobongisa, koluka lisanga baya yana
bakolo batwa konseroye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoyo tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo batwa konseroye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoyo Patwa Congo, oh yeah. 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 Professeur Locha Mateso va aborder la question, le thème intitulé « Aux sources d'une imagologie congolaise ». À l'occasion donc de la journée de l'écrivain africain, il m'a semblé intéressant de dire un mot sur la façon dont ce pays, notre Congo, est représenté dans la littérature. C'est cela l'imagologie. La matière Congo est en effet un ferment de l'écriture et cela se vérifie, je vais me proposer de vous le montrer rapidement, dans la production littéraire congolaise, africaine et même mondiale. Alors le public que vous êtes, un public averti, a déjà compris que par ce sujet, je touche à un domaine de la recherche universitaire. Mais ne craignez rien, je ne vais pas donner dans l'ennuyeux, je vais essayer d'être aussi concret que possible, puisque, comme vient de le dire le modérateur, je suis critique littéraire, je suis enseignant, je suis aussi anciennement éditeur de livres scolaires, ce qui me prédispose à d'abord chercher à me faire comprendre et non pas à faire l'étalage de mon érudition. Voilà. Ceci étant dit, je vais planter le décor par deux citations. Première citation. Vu de l'extérieur, le Congo est un immense champ de massacres et d'horreurs dont on ne comprend pas les raisons. Deuxième citation. À la fin du XIXe siècle, il s'agissait pour les populations congolaises de ramener leur quota d'ivoire et de caoutchouc, et ceux qui se dérobaient risquaient d'être mutilés. Un siècle plus tard, dans les montagnes du Kivu, dans les savanes de l'Ituri, d'autres matières premières suscitent la même cupidité. C'est pour l'or que l'on se bat aux environs de Mongwalu, dans l'Ituri. C'est pour le contrôle des comptoirs de diamants de Kisangani que les armées rwandaises et ougandaises, à 3 reprises, se sont battues à l'arme lourde dans cette ville ainsi qu'au Kivu. Alors, ces deux citations viennent d'une part des deux journalistes français qui ont suivi le cheminement de notre pays vers l'indépendance, et la deuxième citation, qui concerne une réalité plus récente, vient de la postface donnée par Colette Brackman, que vous connaissez, la célèbre journaliste belge,
à un livre de 1908 qui a été réédité et qui s'intitule Le crime du Congo belge. Alors, qu'ont-elles à voir ces déclarations qui devraient plutôt concerner l'histoire ou l'actualité politique? Eh bien, c'est que précisément l'imagerie qui est construite autour du Congo et qui transparaît dans ces citations, eh bien, c'est ces mêmes images qui sont reprises par les auteurs de fiction, c'est-à-dire les écrivains, romanciers, poètes, dramaturges. Les écrivains, donc, qui sont des spécialistes des mythes, ont repris le même matériau verbal en y insufflant cependant une charge poétique. Ils se sont mis à parler du Congo dans des formes qui sont à ce point semblables qu'on peut faire état donc d'une véritable tradition littéraire ayant ainsi pour objet le Congo. Pour des raisons historiques évidentes, cette tradition qui concerne donc la représentation du Congo est partie de l'extérieur. Et on s'accorde à considérer que le père nourricier de l'imagologie congolaise, donc de la représentation du Congo, l'un des premiers à parler du Congo dans la littérature contemporaine, eh bien, ce père-là, c'est Joseph Conrad. Voilà, quelqu'un que vous connaissez. Auteur, en 1899, d'un récit intitulé « Art of Darkness », qui est traduit en français sous le titre « Au cœur des ténèbres ». Au cœur des ténèbres. Joseph Conrad, donc. Il faut dire que cette œuvre s'est constituée comme une archive internationale. Ce livre a été la source d'inspiration pour beaucoup. Et nous allons le voir d'abord, mais pour cela, je vais rapidement résumer le contenu. Bon, le livre étant connu, donc je vais le faire de manière très contractée. Voilà. Nous sommes dans l'estuaire de la Tamise. La Tamise, c'est un peu notre fleuve Congo, le fleuve Congo des Anglais, pour faire court. Nous sommes, disais-je donc, dans l'estuaire de la Tamise, en compagnie d'un équipage de bateaux qui est cloué sur place à cause de la marée. En attendant la marée basse, eh bien, les membres de l'équipage se racontent leurs aventures maritimes pour tuer le temps. Et un récit va captiver l'attention de l'auditoire, c'est celui qui est déroulé par le capitaine, un certain Marleau, Charlie Marleau. Dans sa vie antérieure, Charlie Marleau a vécu une grande aventure en Afrique. Il a été employé par une compagnie commerciale belge comme capitaine d'un steamer, un bateau à vapeur, qui servait à faire le lien entre Stanley Pool et Stanley Falls. Marleau, en l'occurrence, est chargé par son employeur, donc belge, d'aller à la recherche d'un employé de la compagnie, un certain Kurz, qui est perdu, dont on n'a pas de nouvelles. Kurz est un trafiquant d'ivoire. Voilà, nous y sommes, trafiquant d'ivoire. Et il est apprécié par son employeur. Il faut donc le retrouver absolument. Et donc, voilà la mission assignée au capitaine. Il doit pour cela remonter le fleuve aux commandes de son bateau. L'équipage comprend des hommes blancs en majorité. Ce sont des hommes d'ailleurs que le capitaine n'apprécie pas beaucoup. Mais il y a aussi notre compatriote, un barreur, le conducteur, celui qui assiste le capitaine. Un noir donc. Alors cet homme-là se distingue par le fait qu'il ne parle pas, il ne parle quasiment jamais, sauf une fois, il ouvre la bouche
mais c'est pour réclamer sa provision de chair humaine. Vous avez compris, notre compatriote, le romancier en a fait un cannibale. Avec cette notation étrange, le Bartho poursuit son chemin en essayant d'éviter les bancs de sable. Et ils doivent aussi faire attention à l'hostilité des indigènes qui tentent depuis le rivage de retarder la progression du navire. Ces indigènes, donc, bombardent le bâtiment avec leurs fléchettes. Les armes sont rudimentaires et on peut être sûr qu'elles ne valent rien face aux armes à feu utilisées par les Européens de l'expédition. Notre équipage va arriver à destination, quelque part dans le nord du pays, dans la jungle, voilà, où ils ont le bonheur de retrouver le trafiquant Kurs, qui est là, mais qui est malade. Il ne reste qu'à le récupérer et à l'embarquer et descendre le fleuve. Kurs n'a pas trop envie de partir et les indigènes non plus. Ils veulent garder leur blanc. Et pour les dissuader, l'équipage est obligé de pointer sur eux leurs armes. Donc, vous voyez, c'est chaque fois arme à feu contre les fléchettes. Le bateau amorce la descente, voilà, et à ce moment-là, au bout d'un certain temps, Kurs rend l'âme. Il décède. Il meurt sur le bateau, eh bien, en prononçant un mot dont on ne comprend pas très bien la portée. Il meurt en disant « horreur, horreur ». Voilà un peu le résumé de l'histoire, un peu superficiel, j'en conviens. Mais ce que je voudrais montrer par là, c'est qu'il y a quelques points de repère sur le regard que le romancier Joseph Conrad, comme son héros Marlowe d'ailleurs, pose sur le Congo. Alors, ce souvenir du voyage et du séjour au Congo est celui, en fait, de Conrad lui-même qui a effectué exactement le même trajet, pas pour chercher un trafiquant, mais enfin, qui a été chargé également d'aller de Léopoldville vers Kisangani dans le cadre d'une opération commerciale. Alors, le Congo, comme on le voit, est déjà et va devenir ce que le critique littéraire appelle un locus mythique du discours littéraire. C'est-à-dire, le Congo va devenir un sujet obsessionnel, un élément de fixation, un marqueur même, pour parler un peu comme les spécialistes de la biologie moléculaire. Cette matière Congo ne se limite pas à la littérature parce qu'elle va toucher plusieurs autres formes d'expression. Par exemple, le cinéma. Souvenez-vous de Apocalypse Now. Va toucher les musiques du monde, à commencer par notre rumba. La matière Congo est également dans la peinture. Elle est dans la bande dessinée, avec la série Africa Dreams, par exemple. Et même, le Congo intéresse l'opéra. Un secteur que, personnellement, je ne pratique pas beaucoup. Vous, peut-être, mais l'opéra, très peu pour moi. En tout cas, il y a, un opéra dont le sujet est Red Rubber. Red Rubber, ça veut dire caoutchouc rouge, sous-entendez, caoutchouc de sang. Opéra créé en 1993. Ainsi donc, au sein de cette matière qu'est le Congo, il y a quelques éléments qui ont focalisé l'attention des créateurs. C'est d'abord le fleuve. Le fleuve incarne, comme disait un critique, la géocritique congolaise. Le fleuve fait de l'écrivain un cartographe qui écrit le pays au fil de l'eau et qui remplit les blancs de la carte
depuis l'embouchure jusqu'au dernier carré de terre vierge. Notre fleuve Congo, cependant, chez les écrivains, a un rôle ambivalent. Dans le sens de la remontée, il est pour l'Européen qui a quitté son pays, son continent, le fleuve est la porte d'entrée de l'enfer, la porte d'entrée du royaume des ténèbres, la porte d'entrée du continent mystérieux, pour parler comme Stanley. Dans le sens de la descente, au contraire, le fleuve permet aux bateaux et à ses occupants, poussés par un courant favorable, de s'éloigner à toute vitesse du cœur des ténèbres. Voilà. Ce fleuve, donc, est recréé de manière fantasmatique par l'écrivain dans le rôle d'un voyageur qui s'enfonce dans la jungle, dans l'inconnu. Et l'écrivain voyageur n'a à sa disposition que l'eau glauque, refuge des crocodiles et des hippopotames, l'eau qui est potentiellement redoutable pour le navire, la terre l'étant aussi d'ailleurs. Et sur le bateau, l'écrivain voyageur est indifférent à tout ce qui ne concerne pas cet élément. L'écrivain voyageur est enfermé dans sa cabine et quand il sort sur le pont, il scrute de loin les deux rives, armé pour ainsi dire de sa jumelle. La jumelle, qui est une invention du XVIIe siècle européen, peut être considérée ici comme un bouclier susceptible de tenir à distance l'autre, l'homme à la peau noire. Disons rapidement qu'à part le fleuve, ce qui intéresse également l'écrivain, deuxième élément, c'est l'espace congolais, c'est le paysage. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu chez Conrad, il était fasciné par le paysage africain, en commençant par la côte. Et l'espace, cet espace africain a ceci de particulier, qu'il englobe des pôles de civilisation mangés, j'allais presque dire, bouffés par une forêt épaisse, une forêt luxuriante. Cet espace relève de ce qu'on appelle le régime nocturne. L'homme blanc qui se hasarde au cœur de la forêt africaine éprouve l'angoisse de se voir confronté à la noirceur de son humanité primitive, à son animalité secrète, aux pulsions archaïques qu'il a refoulées. Et il craint, cet homme-là, de valider la tendance à faire retour vers ce caractère perdu de l'espèce humaine, comme l'aurait dit Darwin. Mais on peut aussi faire une lecture optimiste de la forêt et du paysage, comme l'a d'ailleurs fait le très catholique écrivain français Ernest Psicari, pour qui, eh bien, le continent africain et son paysage, c'est l'un des derniers endroits où les meilleurs sentiments de l'Européen peuvent encore s'affirmer. Bon, j'ai beaucoup parlé des Européens, voyons maintenant les auteurs africains et congolais. Nous allons rapidement feuilleter quelques livres pour cela. Le fleuve, la forêt, on retrouve, pour commencer, par exemple, et pas seulement, chez Paul Lomami Chibamba et son récit fluvial Ngando le crocodile. Le fleuve est ici d'une incomparable densité. Il est présent au point pratiquement de pousser le personnage à la marge. Pour l'auteur, qui est au moment de l'écriture de ce roman un jeune évolué au caractère bien trempé,
Le cadre idéologique du récit est cependant différent de celui de Conrad, évidemment différent. Parce que le but de ce jeune romancier, Lomami Chibomba, est de présenter les Congos aux colonisateurs dont il déplore la profonde méconnaissance de l'âme africaine. Par exemple, l'emprise des esprits ou encore l'importance des objets inanimés. Le fleuve de Lomami Chibomba est au-delà de la représentation naturaliste un espace de puissance et de grandeur dont il faut cependant savoir se tenir à distance, car son immensité abrite des monstres sanguinaires. Même constat chez un autre compatriote, Antoine Roger Bolamba. Son recueil « Essence au chant pour mon pays » se lit comme une reformulation poétique des limites d'une reconstruction féerique du paysage et du fleuve, repère des crocodiles et des bilimas. Même perspective chez Henri Lopez, le plus quinois des Brazzavillois. Eh bien, dans un récit autobiographique qui est Maluku au temps des bateaux à roues, eh bien, Lopez réactive l'aspect mythique, voire mystique du fleuve Congo, repère des monstres. Le constat s'adosse chez Lopez à une expérience vécue qui est sortie tout droit de l'enfance. Dans une démarche de ressouvenir, l'auteur livre au passage un témoignage qui rend crédible la fabulation ancienne qui était déjà dans Ngando et aussi dans Essanzo, Chant pour mon pays, et qu'on peut résumer en ceci: il faut se méfier du fleuve. Parce que dans sa déclinaison tragique, le fleuve est un élément dangereux. Mais je corrige tout de suite cela, je rééquilibre ce jugement en invoquant d'autres écrivains comme Jean-Baptiste Tati-Loutard, de l'autre rive droite également, Chikaya Utamsi, mais aussi Franklin Bukaka et tous les chansonniers de la rhapsodie fluviale des deux rives qui montrent plutôt le fleuve sous un jour optimiste. Pont sur le Congo, vous connaissez tous. Il en est de même des écrivains plus jeunes comme Inkoli Bofane dans son Congo Inc., le testament de Bismarck, où nous sommes plutôt en pleine forêt. Mais avec Bismarck, nous touchons à une autre problématique que je ne vais pas développer faute de temps, c'est la problématique de la violence qui était déjà présente dans les deux citations de tout à l'heure. Alors la violence, il en a été fait état par rapport à la colonisation. Et vous êtes au courant, par exemple, de ces grands rapports qui viennent de sortir sur les exactions de la colonisation. Il y a eu beaucoup d'autres textes avant cela. Je ne vais pas en faire état. Mais je vais maintenant, en approchant de la fin, parler de la violence du côté des écrivains et comment, ils ont appréhendé cette question. Je vais commencer par le Cameroun avec Léonore Amiano. Un journaliste lui demandait récemment, mais enfin, vous en revenez toujours aux histoires des caoutchouc. Toujours des histoires des caoutchouc. Eh bien oui, c'est que la réalité, même si nous sommes en post-colonie, comme aurait dit Achille Mbembe, la réalité des violences est bien présente. Et quelque part, nos écrivains, en référence aussi au cœur des ténèbres, thématisent à nouveau la violence. Et si vous lisez Blaise Ndala, dont on a parlé tout à l'heure, vous retrouverez les échos de cette violence qui est presque, on dirait, fondatrice de la congolité, sinon de l'africanité.
Il y a d'autres auteurs qui ont également parlé de la violence, mais sous un jour un peu différent. Je pense ici par exemple à André Yoka, avec La guerre et la paix de Monimambu, livre qui a été traduit en lingala, je voudrais le signaler ici parce que je ne le sais pas assez. Bitumba Pekimia ya Monimambu. Ce livre est dans vos librairies à Kinshasa. Jean Inkoli Bofan, bien sûr, Blaise Ndala avec Sans capote Nikalashnikov, et le tout dernier, Le ventre du Congo, touche également à la problématique du Congo des ténèbres. Et puis, cette violence est ressentie de manière très particulière par rapport à la problématique de l'Est du Congo, qui est devenu, en quelque sorte, le nouveau cœur des ténèbres. L'épicentre du cœur des ténèbres s'est déplacé vers l'Est du Congo, raison pour laquelle vous trouverez beaucoup d'écrits qui reprennent la thématique de la violence. Et je cite juste 2-3 titres. Marius Chombo, Quand un enfant s'en mêle, mémoire d'une guerre en cours. Josué Mofula Give, Enfant de guerre, souvenir d'un ex-Kadogo. Wilfried Mouchagula de Betty, La haine et l'amour. Alors, vous avez vu que cet exposé, en fait, avait pour objet de parler de la source. Ce sont mes compagnons qui vont descendre la rivière. Mais je voudrais, pour terminer, parce que tout cela semble assez triste, faire une petite citation qui redonne un peu d'espoir. Et cet espoir est lié au fait que de plus en plus, nos romanciers mettent au centre de leurs œuvres le personnage d'enfant. Et une critique littéraire qui s'appelle Maëline Lelay écrit ceci à ce sujet. Le choix de la figure de l'enfant comme héros des récits congolais se comprend comme la volonté d'insuffler de l'espoir, car l'enfant incarne en soi le renouveau et représente donc par sa jeunesse une possibilité de changement, voire de salut pour l'avenir de la région, et j'ajouterai du pays et du continent. Et je vous remercie. Allons suivre le dernier intervenant qui n'est autre que le professeur Isidore Ndaïwel, professeur, critique littéraire, historien, qui va nous aborder la question, le défi de l'Union africaine, que peut la littérature congolaise? Le défi de l'Union africaine, c'est bien simple. C'est tout simplement la construction de l'Union pour le bien-être des populations africaines. Et j'aimerais dire pour le bien-être des populations des Afriques. Parce que si sur le continent, nous avons 5 régions, il y a toujours la 6e région que constitue la diaspora. Je voudrais surtout dire que nous sommes en présence des grandes intuitions qui datent de très très longtemps. Au niveau des Afriques, nous avons vécu les mêmes intuitions, les mêmes grandes intuitions, qui se résument d'ailleurs en 2 parties. Le combat pour la dignité de l'homme et de l'homme noir, et deuxièmement, le combat dans la solidarité pour le bien-être de ces populations. Ce qui est intéressant à constater, c'est que depuis le début du XXe siècle, de manière discontinue, j'insiste, de manière discontinue, sans interruption, les Africains d'ici et d'ailleurs ont toujours vécu sous ces mêmes pulsions. Pour rappel, je vais aller vite, vous savez que la première conférence panafricaine a eu lieu en 1900. Ensuite, ça a été suivi par le premier congrès. C'était d'abord conférence panafricaine et ensuite le premier congrès panafricain
1919, deuxième congrès en 1921. Deuxième congrès, c'est très important. Congrès qui s'est déroulé de manière continue entre Londres, Paris et Bruxelles, et où pour la première fois nous avons eu un Congolais qui a pris part à ce congrès. C'était donc Panda Farnana. Il y a eu le troisième congrès Londres-Lisbonne en 1923, le premier congrès, le quatrième congrès à New York en 1927. Voilà, cela s'est continué. Et entre-temps, il y a eu d'autres articulations, mais de la même intuition. La naissance de la négritude, avec la revue Défense, Légitime Défense en 1932. Et entre-temps, il y a eu en 1946 le 5e congrès panafricain Manchester. 1959, le premier congrès des artistes et écrivains noirs à Paris. 1958, la conférence des États indépendants d'Afrique, organisée à Accra par le jeune président Nkrumah, la même année où il a organisé peu après la conférence des peuples africains, à laquelle avaient pris part, comme vous le savez, quelques Congolais, notamment notre héros national, Patrice Emery Lumumba. Donc, le premier congrès des écrivains artistes noirs, en fait, c'était, je me suis trompé tout à l'heure, c'était en 1956 à Paris, mais en 1959, c'était le deuxième congrès à Rome. Bref, voilà, il y a une continuité. Pendant tout le siècle, il y a eu toujours ces réunions. On peut même continuer. En 1966, il y a eu le premier festival mondial des arts nègres. Le Congo était représenté, les hommes des lettres, les hommes et femmes des lettres congolais étaient représentés par Clémentine Faye-Kinzouji, qu'on a cité tout à l'heure. 1977, le deuxième festival à Lagos mondial des arts nègres, moi-même j'y ai pris part, etc. Donc nous avons toujours vécu dans cette grande intuition. C'est cette intuition qu'il faut d'abord saluer, parce que en cette matière, nous avons fait plus que l'Europe. Parce que l'intuition pour que l'Europe pense à un regroupement, vous le savez bien, c'est à partir de la Première Guerre mondiale qui nous a conduit à la création de la Société des Nations, parce qu'on a estimé qu'il y avait trop de problèmes. Et puis, second mouvement, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on a estimé aussi qu'il y avait trop de problèmes. Ça va nous conduire à la Charte de Francisco pour la création des Nations Unies. L'Union européenne elle-même connaît ses fondements seulement en 1959 avec le traité de Rome. Donc voilà, d'une part, cette intuition de toujours. Et cette intuition est celle-là même qui nous réunit ce jour pour célébrer d'abord cette journée internationale de l'écrivain africain. Nous célébrons cela parce que dans ce combat, ce sont les hommes des lettres qui ont été en tête depuis toujours. En fait, la fraternité panafricaine sur le plan culturel, c'est-à-dire sur le plan de la littérature et sur le plan de la musique, est très en avance. En fait, elle a toujours existé, cette fraternité, alors que la fraternité politique et économique traîne. Ainsi donc, on peut ici donner quelques exemples. En 1956, lorsque Alioune Diop commence sa revue célèbre « Présence africaine », le premier texte qui est publié, c'est tout simplement la philosophie bantoue.
du père Tempels, qui rencontre de la philosophie bantoue sur base des réalités congolaises, sur base de la, je dirais presque, de la culture Luba, tout simplement. Une philosophie bantoue qui a été faite et qui est portée à l'attention du monde nègre. Sans distinction, sans penser au fait qu'il y a d'un côté le Congo, de l'autre d'autres pays. Un personnage comme Frantz Fanon, martiniquais, a vécu tout son combat en Algérie. Et ses écrits, Peau noire, masque blanc, les damnés de la terre, c'est pour l'ensemble du monde noir. Je ne reviendrai pas sur les écrits de nos 3 grands écrivains de la négritude. On sait combien Césaire a eu à parler d'autres pays, notamment du Congo, non seulement dans ses cahiers de retour au pays natal, mais même dans le discours sur le colonialisme, un long extrait sur le Congo. Césaire lui-même a écrit un long poème intitulé tout simplement « Congo ». Bernard Dadier, comme vous le savez, a écrit une pièce de théâtre, Béatrice du Congo, pour parler de Donna Béatrice, Kimpa Vita. Donc voilà comment la littérature, la fraternité panafricaine sur le plan littéraire a toujours existé et va même très loin. Cette fraternité panafricaine dans la littérature est fort heureusement prise en charge par la culture scolaire. Dans toutes nos écoles, nous avons eu à étudier la littérature négro-africaine. Et cette littérature africaine, négro-africaine, a été un acquis extrêmement important. C'est par là que les Africains de tout le continent ont eu les premiers rudiments de ce qu'est l'Afrique, de ce que sont les Afriques, avec des découvertes parfois étonnantes. Je me rappellerai de la période de la fin des années 60, lorsqu'il était question de la littérature, il fallait expliquer aux jeunes Congolais ce qu'était le marabout. Parce que ça revenait dans Sembène Ousmane, dans la plupart des écrits. Quand on leur demandait spontanément, ils disaient « c'est un oiseau ». Depuis lors, ça va mieux. Mais voilà comment, à une certaine époque, on a appris les réalités africaines externes au Congo, spécialement à partir de la culture musulmane, grâce à la littérature et à la culture scolaire. Je n'oublierai pas d'ailleurs la situation d'un étudiant qui nous expliquait que les tout couleurs, c'est une population qui avait l'habitude de mettre sur la peau la couleur rouge. Tukula. Ils avaient l'habitude de prendre ça et se mettre ça sur leur corps. C'est pour ça qu'on les appelle des tout couleurs. Il a fallu leur expliquer que non, les tout couleurs n'ont rien à voir avec cette explication congolaise. C'est tout simplement une ethnie qui s'appelle tout couleur. Donc vous voyez que c'est des malentendus, mais des malentendus heureux qui permettent de démontrer comment est-ce que la littérature nous a aidés. L'apartheid, la connaissance de l'apartheid, la conscience de l'apartheid, nous l'avons acquis depuis longtemps dans la littérature, notamment en lisant Alan Paton, n'est-ce pas? Peter Abrams. Ce sont les romans qui circulaient dans le contexte littéraire, n'est-ce pas, qui faisaient qu'on connaissait la réalité de ce pays. Pleure au pays, mon pays bien-aimé, qui permettait de comprendre comment le drame d'un monsieur blanc et d'une femme africaine qui ne peuvent pas se marier en Afrique du Sud.
Alors, lorsque nous arrivons à la situation de l'Union africaine maintenant, la question de savoir, peut-on aller plus loin dans le cadre de la littérature, je dirais dans le cadre de ce que j'appelle la fraternité littéraire panafricaine qui est aux avant-postes de la fraternité africaine, panafricaine et tout court. D'abord, rappelez que tout ce que nous avons évoqué comme l'effort de manière continue depuis le début du XXe siècle avait connu tout de même un certain aboutissement. Et cet aboutissement a été la création, l'adoption, la signature le 25 mai 1963 à Addis Abeba de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, qui a été le résultat d'un long combat, d'un très long combat. Comme vous le savez, il y a eu deux camps extrêmement opposés. Le camp de ceux qui voulaient une unité politique tout de suite, ceux qu'on a appelés les gens, n'est-ce pas, du groupe de Casablanca, avec un Nkrumah en tête, Mohamed V, voilà pourquoi on parle de Casablanca, Mohamed V, le roi du Maroc, Modibo Keïta du Mali, et les autres, avec Houphouët-Boigny en tête, qui estimait qu'il n'était pas question d'aller vers une unité continentale. Mais ce compromis a été un compromis de sagesse qui fait que le long combat pour l'unité, pour la dignité et pour le bien-être des populations a connu tout de même une expression institutionnelle. Cette expression institutionnelle, évidemment, a connu un autre développement à partir de 2002, lorsqu'on a décidé que cette union, que cette organisation devenait l'Union africaine. Il apparaît donc important, je dirais indispensable, pour que la littérature et la musique continuent le rôle qui est réellement lié à la culture, d'aller plus loin et d'aller aux avant-postes de la réunification de l'Afrique. Lorsqu'on a parlé tout à l'heure, on a cité notamment les violences que nous connaissons dans les régions des Grands Lacs et que nous connaissons également, qu'on a connu aussi en Ouganda et au Rwanda. Mais il est intéressant, au niveau de la littérature, par exemple, de mettre ensemble ces écrits, même si le Congolais moyen est frileux lorsqu'il est question du Rwanda, mais on lit volontiers Notre-Dame du Nil de Yolande Mukagasoni, qui est un roman extrêmement connu maintenant sur le problème du Rwanda. On lit volontiers Marie-Béatrice Mutesi, n'est-ce pas, sur son récit « Fuir ou mourir au Zaïre ». Et on peut mettre ça ensemble avec « Guerre et paix », n'est-ce pas, de Monimambu de Yoka. Parce que ce sont des écrits qui portent sur les mêmes événements. Et on peut, d'ailleurs, de manière transversale, voir comment est-ce qu'il perçoit ces choses-là. Donc, la littérature nous permet un dépassement. Pas une ignorance des problèmes, mais un dépassement de certains problèmes. Peut-on aller plus loin? Oui. Pas seulement sur le plan des écrits, mais aussi sur le plan institutionnel. L'initiative de la présidence
de notre président en exercice de l'Union africaine, Tshisekedi Tshilombo, de créer un grand prix panafricain de littérature, nous ne nous en rendons peut-être pas encore compte suffisamment, est une avancée extraordinaire. Extraordinaire. D'abord, nous inscrivons dans l'espace institutionnel panafricain le fait même de la littérature, ce qui n'existait pas. Nous sommes dans une Union africaine où il n'existe même pas un commissaire chargé de la culture. Ça n'existe pas. Le commissaire de la culture, c'est celui qui s'occupe des questions sociales. Donc nous inscrivons même dans le paysage institutionnel le fait culturel de la littérature. Un prix censé être remis en marge du sommet, des sommets des chefs d'État. C'est une manière d'aller plus loin et de faire en sorte que cet élément reste. Et donc, au-delà de ce défi institutionnel, il y a bien sûr le fait de l'incitation. L'incitation auprès des hommes de lettres, des hommes et des femmes de lettres africains. Pour le moment, tous les prix que nous saluons, et nous sommes très heureux d'apprendre que cette année, il y a tant de performances sur le plan des Africains, mais ce sont des prix qui restent externes à l'Afrique. L'Afrique n'a jusqu'ici aucun prix où elle peut juger par ses propres critères, par ses propres motivations, par sa propre vision, ce qu'elle veut de la littérature. Et c'est une occasion, justement, de faire en sorte que désormais, avec ce prix, on puisse penser aux écrits qui nous concernent, qui mettent en valeur l'unité de l'Afrique, la solidarité africaine, le développement de l'Afrique tel que nous l'entendons, et que ces prix, que ces œuvres soient jugées, appréciées et primées par les Africains eux-mêmes. C'est aussi un effort qui est fait, et c'est un troisième élément, pour encourager la production, pour encourager, je veux dire, la circulation de la production littéraire en Afrique. Par l'existence d'une structure comme celle-là, les différents membres du jury sont obligés, ils sont même sommés de lire des ouvrages qui proviennent d'ailleurs, qui ne sont pas de leur propre terroir, voire de leur propre pays. Parce que si nous parlons du début du XXe siècle à aujourd'hui, il y a eu une très grande différence. Au début, les gens estimaient être africains. Mais depuis le surgissement des nationalismes de tous bords, et hélas même des régionalismes, il y a donc finalement une inflation d'identité africaine. L'identité africaine elle-même est de moins en moins revendiquée, est de moins en moins proclamée. Et donc, l'existence d'une telle structure nous permet de revenir à cette intuition initiale qui veut que notre première nationalité, c'est la nationalité africaine. S'il y a des Sud-Africains, il doit y avoir des Centrafricains que nous sommes, des Ouest-Africains, des Nord-Africains. C'est ça notre première identité, d'être africain. Et l'existence d'un tel prix nous permet de revenir sur cet élément fondamental de notre culture, et je vous remercie.